Bonjour à tous, c'est Vaco. Bonjour à tous, c'est le Carlin Dadu. Alors aujourd'hui, on braque la banque, on a terminé la review de toutes les unités, on a fait les listes spéciales, on a à peu près tout fait, on a même fait la magie. Et Mais, on est la semaine prochaine en plus. et on est la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, il nous reste un point important, un point qu'on n'a pas encore fait, les objets magiques. C'est ça, les babioles qui brillent. Alors avant de procéder à la lecture de notre catalogue Ikea, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des règles liées à l'optimisation des objets magiques? Oui, alors du coup, je vous invite à prendre votre page 336 du manuel du bon joueur. Le livre de règles, donc qui est d'ailleurs le livre d'armée le plus pété dans le world, hein, Le meilleur. le livre de règles, c'est Opti. C'est Opti, moi je l'ai vu. Est-ce qu'il est méta? Oui, je l'ai vu sur MetaHammer. Du coup, en fait, sur MetaHammer, j'ai demandé à Bip qu'est-ce qu'il en pense et il m'a dit en fait, joue ça parce que sinon c'est pas sérieux, c'est pas respectueux pour ton Ah adversaire. merde. Et ouais, donc du coup, j'ai pris la liste top tournoi WTC des objets magiques du livre de règles et ça marche très bien. Donc, Bon allez. Donc, vous allez pouvoir acheter des objets magiques pour vos personnages, potentiellement pour vos champions, aussi même pour vos unités dans le cadre des étendards. En général, il y a des petites restrictions, faites-y attention. Souvent, c'est une unité de ce type, a le droit à une bannière de 50 points par tranche de 1000 points. C'est une restriction assez classique qu'on retrouve chez beaucoup d'armées. Donc, la règle limitation et caractère unique, donc page 337, qui vous dit que vous pouvez utiliser un objet magique de chaque type, le représenter si possible, enfin même vous devez le représenter, vous devez le mettre sur votre liste de mobilisation et vous pouvez avoir une exception à ce caractère unique, ce sont les objets magiques extrêmement courants. Donc les extrêmement courants, c'est ceux qui sont avec un petit astérisque à côté. Vous pouvez les dupliquer sur un même personnage, voire même cumuler les effets. Je pense par exemple au manteau de pierre chez les nains du chaos ou d'autres choses comme ça, où vous pouvez augmenter l'endurance, etc. Et ce qui peut être intéressant, c'est effectivement, c'est que normalement vous ne pouvez prendre qu'un seul objet magique de chaque type, mais en combinant avec un objet magique de type extrêmement courant, vous pouvez quand même faire des petits builds assez intéressants pour vos persos, et ça c'est vraiment cool. Donc après, vous avez donc les personnages nommés, donc ça on en a parlé dans la précédente vidéo qui est sortie la semaine dernière du coup. Quasiment. Quasiment. C'est ça. Donc les objets magiques sur les personnages nommés, donc ce sont des objets magiques spéciaux en général, qui sont liés aux personnages, mais vous avez quand même des objets magiques que vous pouvez retrouver dans votre livre d'armée spécifique, dans votre arcane journal, ou même dans le livre commun. Par exemple, je pense à Ogdrus Swampdiga, qui se balade avec un familier de savoir. Et c'est bien important de préciser que c'est le familier de savoir commun et pas son familier de savoir qui donnerait des dérogations de règles. C'est ça, parce que ça, c'était une question que je m'étais posée au début, quand l'Arcane Journal était sorti, donc c'était en mars ou mai de l'année dernière, un truc comme ça. Et justement, je voyais Familier de Savoir, mais je me disais, techniquement, est-ce que c'est le livre, le familier de savoir du livre commun? Est-ce qu'il considère que c'est son familier de savoir? Du coup, non, pour moi, c'est le familier de savoir commun. Voilà. Alors après, encore une fois, si je me plante, n'hésitez pas à me dire, hein, mais pour moi, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, après vous avez les objets magiques à usage unique, donc bon, ça c'est un classique, hein, si vous l'utilisez une seule fois, et puis ensuite il disparaît. Enfin, disparaît pas forcément, parce que vous avez qu'à, par exemple, j'y repense, mais le bouclier enchanté à 5 points, mais c'est précisé, après il devient un bouclier normal. Donc en fait, votre bouclier enchanté vaut 5 points, votre bouclier normal en général en vaut 2, voire 3. Donc du coup, ça vous fait 2 points pour avoir une save à 5 plus dans la partie en invue. Ça peut vous sauver d'un coup fatal tueur de monstre. Ça peut faire plaisir et ça vaut pas grand chose. Il y a des petits objets en fait communs qu'on va revoir dans pas mal de listes de mobilisation. Puis après, on va attaquer donc les restrictions sur les objets magiques parce que effectivement, chaque type d'objet magique est soumis à restrictions. Typiquement, donc là, c'est une précision qu'on fait pour les joueurs de 9e âge qui sont venus sur Old qui ont vu la lumière et qui ont franchi le pas. Bien, ce n'est plus un enchantement comme on a pu avoir. C'est vraiment un objet magique à proprement parler. C'est pas je mets un enchantement
comme on pourra voir avec les nains par exemple sur des runes. Mhm. Là, c'est vraiment différent, c'est l'objet magique à part entière. Et pour reprendre l'exemple que tu donnais il y a quelques secondes, c'est que quand on a un bouclier enchanté, on n'est pas obligé de payer aussi un bouclier à côté. Voilà, c'est Soit ça. on paye le bouclier commun, soit on paye le bouclier magique. C'est ça. Et après, quand c'est précisé, parce que des fois, le bouclier magique peut très bien disparaître ou des pop, je sais pas, une anathème de vol, un truc comme ça. Enfin, Oui, après on va être sur voilà. le principe global. Mais... C'est ça, dans le principe global. Mais après, effectivement, il y a des objets magiques qui peuvent très bien être supprimés. Mais en général, c'est précisé. Par exemple, je fais un petit CF, mais sur l'armure Traders, du coup, qui est dans l'Arcane Journal. Mhm. Et c'est précisé, par exemple, c'est une armure de plate complète. Mhm. Et ensuite, c'est marqué à côté, en outre, vous avez +1 à la save. Donc en fait, quand vous faites votre boss orc sur cochon, parce que ça marche qu'avec l'infanterie et la cavalerie, vous n'allez pas lui payer une armure lourde plus l'armure très dure. Ça n'a aucun sens. Vous payez directement l'armure très dure, il a accès à une armure de plate, bam, c'est parti en voiture Simone. Donc au niveau des armes magiques, donc déjà, vous pouvez jamais l'utiliser en conjonction avec une autre arme de base pour gagner une attaque supplémentaire. Bon, ça me semble assez logique, mais il faut quand même le préciser, parce que j'ai eu la question à plusieurs reprises. Par exemple, je fais mon boss arme de base additionnelle, est-ce que je peux lui mettre l'arme le qui coupe le plus, avec un truc à côté pour gagner une attaque? Non, du coup, c'est pas faisable. Vous ne pouvez pas aussi choisir de rengainer une arme magique au profit d'une arme de base ou d'une arme classique, disons. Et ça, c'est contre-intuitif. C'est ça, et ça c'est contre-intuitif, et c'est très important parce que par exemple, vous pouvez vous balader avec votre Burning Blade, donc votre larme ardente, à 5 points. À côté, vous avez une arme lourde, vous tombez sur un monstre qui est en du 6. Non, vous devez utiliser votre lame ardente. Si vous avez plus d'une arme de corps à corps magique, vous devez choisir laquelle vous allez utiliser à l'étape choisir et livrer les combats. Donc ça, c'est comme quand vous êtes dans un corps à corps classique, vous avez l'option arme de base, bouclier ou arme lourde. Vous devez le dire, ça on l'avait précisé. C'est pas une fois que le mec a balancé ses 5 patates, réussi ses 3 blesses, que vous dites « Ah en fait, lol, j'étais en bouclier ». Non, vous le dites direct, hein, vous assumez les conséquences. Au niveau des armures magiques, donc là, petite nouveauté aussi, donc CF, le perso Fury de 9ème âge, comme tu me disais tout à l'heure. Donc je te laisse nous expliquer un petit peu. Oui, en gros, au 9e âge, vu que en fait, les objets magiques étaient, on va dire, uniquement des upgrades, vous pouviez par exemple très facilement prendre une matriarche elfe noire qui faisait à peu près 8 millions d'attaques, mais avec une sauvegarde inexistante puisque matriarche elfe noire, et vous lui mettiez la petite armure de mithril ou des équivalences pour qu'elle ait par exemple une save à 2. Et vous vous retrouvez avec un perso à pied qui pouvait monter à 6-7 attaques, ce qui était quand même vraiment très très bon, et avec une save à 2 derrière, alors 2 flat qui étaient non améliorables, mais une sauvegarde 2 pour une figurine d'infanterie, ce qui était encore une fois très bon. Et effectivement, là il y a une grosse limitation, et que vous fassiez vos listes sur des builders défaillants ou sur votre petit bout de papier, il y a un point qui est extrêmement important, et ce point de règle, je vous invite à l'écouter très attentivement. Seule une figurine équipée ou pouvant être équipée d'une armure, d'un bouclier ou d'un caparaçon peut en acheter un équivalent magique. Une figurine ne peut porter qu'une seule armure et un seul bouclier, et une monture ne peut porter qu'un seul caparaçon. Par conséquent, les armures magiques remplacent tout équivalent ordinaire dont la figurine est ou peut être équipée. Les armures magiques suivent les mêmes règles que leurs équivalents ordinaires s'il y en a. Ainsi, une armure lourde magique confère à son porteur une valeur de 5+. Donc CF, l'armure très dure. Voilà. Armure de plate complète, vous avez une 4+, puis vous ajoutez +1 à l'endurance. Alors les objets enchantés, donc petite précision sur les potions. Donc les potions, elles se font bien à la phase de commandement. Donc quand vous voulez prendre votre potion de soin de célérité, vous le faites à la phase de commandement. Ça c'est une petite précision parce que souvent, je vois des joueurs qui se baladent avec des potions de célérité et au moment de déclarer les charges ou au moment du corps à corps, ils font « Ah tiens, je vais boire ma potion ». Non, pensez bien à dire que vous la buvez à la phase de commandement. Et même si vous jouez avec un adversaire et non pas contre, moi je suis plutôt partisan de la non-tolérance. Clairement, et je le dis et je l'assume pour les joueurs qui oublient de boire la potion au bon moment, parce que miraculeusement, c'est marrant, c'est toujours quand ils ont réussi la triple charge, qui était un peu tricky, où il fallait un 5-6, où c'était peu probable que ça rentre, où ils ont réussi à appuyer avec un volant qui a fait un magnifique 6, où vous êtes bien gangbang, que les vous dit « Bah, j'ai oublié de boire mes potions, mais c'est ok, ça passe si je le prends maintenant. »
Bah non, ça passe pas. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut accorder, il y a plein de choses qu'il faut accorder. Mais les petites blagues sur les potions qui sont bues une fois que les 8 ou 9 conditions qui étaient préalables, alors on va dire leur utilisation parfaite ont été réunies, et qu'elles sont bues après coup, ça fait partie des choses sur lesquelles moi en tant que joueur j'ai pas de tolérance. Nos propos doivent être pris dans un cadre d'analyse et de jeu amical et associatif. Tout ce qu'on va dire et les avis qu'on va donner n'ont pas lieu d'être analysés dans un cadre ultra compétitif, méta hammer, machin mon cul. Je le précise pour anticiper tous les commentaires désobligeants sur le sujet. Si on dit avec Raph qu'on va pas aimer une arme et que vous dites oui mais c'est fait par le top player polonais... Ouais, parce que moi je l'ai vu en fait sur une review de qualité d'un joueur dont on ne citera pas le nom en fait, et c'était super bien, et en plus j'ai vraiment appris à jouer comme ça. Et le fait que ce soit joué par un top polonais, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que ça correspond à son playstyle. Fin de parenthèse. Les Polonais, niveau stratégie, on les connaît. Hein. Donc on va attaquer les objets magiques du livre Horde Sauvage. Donc la hache de la d'Eder, 75 points. Force plus 2, PA2, donc c'est globalement une arme lourde hein, déjà. Oui. Voilà. Attaque supplémentaire plus D6. Ça c'est coquin. L'attaque magique, arme à deux mains, frappe en dernier, c'est l'ancien âge du Ragnarok, si je dis pas de bêtises, enfin Ragnarok. Si un 6 naturel est obtenu pour la règle spéciale attaque supplémentaire plus D6, vous perdez la règle attaque supplémentaire jusqu'à la fin de la phase en cours. Donc vous avez jusqu'à 1-5 pour avoir un truc. 75 points, bon c'est un truc qui tabasse, hein. Après, moi, je suis pas un giga fan de cette arme. Il y a quand même pas mal de comparatifs à côté. Et le fait qu'en fait, vous êtes plus un qui coupe. Donc, vous avez pas la relance des 1 à la blesse. 75 points pour avoir potentiellement plus 1 à 5 attaques. Ça peut s'entendre, hein. Ça peut s'entendre. Mais moi, clairement, je l'ai joué 2 fois, je crois. Je l'ai assez peu sorti. La seule contre-indication que je donnerais, c'est que ça va faire que votre personnage, qui sera quand même très probablement monté sur monstre volant, sera encore plus cher, et vous avez encore plus d'œufs dans le même panier. Cette arme-là, elle tape fort objectivement, elle démonte, hein, sur un perso orc noir, elle fait extrêmement mal. Même sur un orc. Hein, ou sur un orc. Je la vois pas dans un cadre forcément amical ou compétitif, bien que je ne l'exclus pas. Là où en tout cas, à mon sens, elle n'est pas forcément intéressante, c'est quand vous la jouez sur des petits formats 1000 points, 1500 points. Je suis pas sûr qu'il y ait grand intérêt à le faire. Par contre, vous faites une grande campagne, avec 4-5 parties qui sont liées, à la fin vous avez un grand 6000 contre 6000 avec votre chef suprême le plus puissant des puissants et vous le mettez, il y a un cadre qui est intéressant. Donc elle n'est pas du tout déconnante, elle tape très fort, elle envoie du lourd. Je suis pas persuadé que ce soit très intéressant. Non, c'est un objet qui est marrant. Moi, je l'ai sorti en initiation. À un moment, on avait dit, tiens, on se met un objet magique. Il arrive dans mon perso orc à pied, dans son pavé d'orc à pied. Bon, il s'est pris, je sais plus, je crois qu'il s'était pris quasiment une dizaine de patates dans la face. Un truc à peu près comme ça. Bon, effectivement, ouais, c'est marrant, quoi. Mais si 75 points, c'est très très cher, quoi. C'est marrant, 3 petits points, quoi. Ouais, c'est marrant, 3 petits points. Voilà, mais après, c'est souvent hein, les objets ultimes comme ça, à 75 points. C'est déjà en fait, faut que vous preniez en compte, vous avez 100 points d'objets magiques pour un seigneur, enfin type seigneur quasiment, et 50 pour ce qu'on appellerait anciennement le héros. Donc en fait, c'est 75 points, ça vous fait plus grand chose après, quoi. Et même pour votre psyché, parce que je pense que toi, tu auras aussi plein d'exemples du même genre, mais j'ai fait une partie il n'y a pas très longtemps contre un joueur qui avait une grosse arme magique, et quand son perso, il a fait sur 5 attaques, il a fait 2-1, 2-2 et 1-3, il s'est dit merde, mais j'ai payé mon arme 500 millions de points, et je te fais une touche, et je blesse pas. Ouais. Je suis en mode, bah oui, c'est con, mais moi j'ai une arme lourde à 5 points, bah tu prends tes 5 points F7, et puis tu dégages en fait. Ouais, c'est ça. Non, après, c'est marrant, voilà. Le pic Goret de Porco. Alors lui, je l'aime bien, il me fait marrer. Vraiment, ce truc-là est rigolo. C'est donc en combat, force plus 1, PA-1, arme perforant 1, attaque magique. C'est une espèce de lance de cavalerie, en fait, dans l'idée, hein, globalement. Donc le pic Goret, il ne peut se mettre que sur des figurines dont le type est cavalerie, monstre ou char. Donc les modificateurs de force et de PA s'appliquent uniquement au premier round de combat, donc c'est vraiment le truc d'impact.
En outre, lors du tour où le porteur a chargé, le pic Goret Porco lui donne plus une attaque pour chaque rang de l'unité ennemie. Moi, je trouve ça très drôle. Bah écoute, j'ai 50 noblards, bouge pas, j'arrive. C'est ça. Je trouve ce truc très drôle. C'est 40 points. Déjà, le lore est incroyable, parce qu'en fait, ils expliquent que c'est Porco et ses boys, donc c'est vraiment, c'est l'espèce de chef sur Uric, tout ce qu'il y a de plus débile. J'ai trop envie de mettre le trailer de Porco Rosso des studios Ghibli. Ah oui, bah ça, oui. Il a plus d'une lance, Porco Rosso. Ah, mais elle est incroyable. C'est vraiment, vous avez Pumba avec un pieu, quoi, qui fonce dans le tas. Je l'ai joué une fois, moi, contre un fer de lance, c'était assez rigolo. Je suis arrivé, défi, ouais, mais sauf qu'en fait, c'est le nombre de rangs de l'unité. T'es en défi, le bonus de rang de l'unité et la PA s'applique. Donc, quand votre gars, il arrive, il est force 6, et puis il balance PA-3, ça fait des petits trous, quoi. Ça met un peu une ambiance. J'aime bien, tu sais, les armes comme ça, parce que ces armes qui vont renforcer un style de jeu, et pas des armes universelles comme celles qu'on avait avant, elles ont une thématique, elles racontent quelque chose. Ouais. Vous jouez contre des ogres qui jouent que des barrettes de 4 mecs sur un seul rang, elle vous sert à rien. Si vous jouez contre des scaven, vous allez vivre votre meilleure vie. Oui. Ça, tu vois, moi, c'est vraiment des armes que j'adore, sur des listes un peu polyvalentes que vous jouez à l'assaut toutes les semaines, peu importe votre adversaire. Ouais. Des fois, elle va être géniale, des fois, elle va être toute pourrie, des fois, vous avez l'impression d'avoir rien fait. Mais à chaque fois qu'une arme comme ça se déclenche dans un cadre qui vous plaît, c'est du fun. Tu vois, ça, c'est du vrai fun. Ça, c'est une arme géantière pour moi. C'est les armes, en fait, elles vont tomber sur une situation, ça va être incroyable. Et dans d'autres situations, ça va être juste un vieux paix mouillé, quoi. Mais je trouve ça très drôle. Et puis, en fait, ça vous fait l'équivalent d'une lance de cavalerie avec attaque magique. Puis encore une fois, des fois, le truc attaque magique peut être très intéressant, parce que comme ça, on le voit en se disant oui, d'accord, mais en fait, l'attaque magique, c'est ce qui va vous permettre de déglinguer de l'éthéré. C'est ce qui va vous permettre de sauter la save invue des démons. Ça peut être super intéressant, quoi. Donc, t'arrives dans un buveur de sang, t'es attaque magique, c'est vachement cool. On va y venir juste après avec l'objet que j'ai joué pendant longtemps, qui m'a servi à désosser buveur de sang, grand immonde. Le seul que je me suis pas fait, c'était un duc du changement. J'ai bouffé les 3 démons. Parce que personne ne joue à l'assaut. Non, je joue en dehors de l'assaut, tu sais, j'ai des potes. Je les achète, et des fois, ils arrivent par colis et tout ça. C'est dommage qu'ils se manifestent pas, parce que vu qu'on les connaît pas, on a... Non, mais c'est sûr full que tu les mytho. fantasmes pas. Non, en fait, ils sont dans ma douche, et... Oh, putain. Vas-y. Donc ça déboîte des gros trucs, parce que cette arme, c'est... Le qui coupe. Bon, lui, c'est une ambiance. Subtil. Ouais, c'est une ambiance. C'est 35 points. Donc, c'est une lame colossale. Et vous allez voir pourquoi. Force plus 1, PA-3, attaque magique. Mais c'est surtout qu'il vous prend qu'une main. Donc, en fait, votre boss, vous le mettez avec bouclier et ça dans l'autre main. Du coup, vous augmentez de 1 la save. Vous pouvez mettre un petit bouclier enchanté pour 5 points. Et puis, vous avez ça. C'est l'art de Guts, un peu dans Berserk, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. Moi, c'est ce que je jouais sur mon boss orc survivre, là, Monsieur 345, où il se baladait avec le qui coupe, le bouclier, le pantalon en peau de troll, il se baladait avec une 2+, 5+. Et une 5+, un vu par partie. Donc, quand vous avez le duc bretonien qui arrive avec son truc, t'es fait un 6, du coup, soit sur un 5, tu sauvegardes le perso, ce que tu choisis quand tu l'utilises aussi. Ça, c'est important. Donc, ouais, le qui coupe pas mal. Après, je suis plus passé sur l'arme lourde classique, moi, maintenant. T'as pas donné ce coup en point, par contre. 35 points. 35 points pour de la PA3, c'est... Et puis force plus 1, et c'est attaque magique. Donc ça peut être pas mal. Par exemple, des listes fort intéressantes, type 35 sorts d'Avelorn éthéré, t'arrives là-dedans, tu les trous, quoi. On sait que t'es là, Cladash. On sait que tu nous écoutes. On sait que t'es là. On va te trouver, Cladash. Après, il faut prendre en compte que par contre, c'est pas une arme basique, donc tu vas pas avoir de relance de 1 à la blesse, tu vas être force 6 avec ton boss orc noir ou ton boss orc. C'est pas dégueu, c'est un objet bien, c'est un objet vraiment sympa. Le tape-kakou de Wolopa, alors le fameux chef gobelin... Qu'est-ce que tu nous as fait chier avec cette arme-là au début de review? Ouais. Ah ouais. Chef gobelin et gobelin de la nuit uniquement, hein, donc que les chefs. Hein. Et pas les chamans, hein.
Ah non, mais je le savais, hein, c'était pour voir si vous suiviez. Donc une fois par partie, au premier round de combat, le porteur de cette arme peut l'utiliser avec le profil ci-dessus. Toutes les autres fois, cette arme compte comme une arme de base avec la règle spéciale attaque magique. Donc ça combine bien avec la règle meurtrier qu'on a pour relancer les 1 pour blesser. Ah non, ça, c'est la règle que tu peux pas utiliser. Donc on est force 10, PA-3, attaque magique, frappe en premier. Et ça, c'est coquin. Ça, c'est coquin. T'as le chef gobelin, tu te prends la charge de bus de cavalerie bretonien avec le paladin de la mort. Bon, viens faire un défi. Et puis, bah, je te mets 4 patates, force 10, PA3. Ça met une ambiance de merde. Enfin, 3 Pas mal. patates. Ça met une ambiance de merde, ouais. C'est fun. Et ça coûte? Ça coûte 15 points. Ça, c'est cool. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas d'astérisque. On a vraiment un livre d'armée de merde. Et si on continue sur les armes magiques de l'Arcane Journal, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le Bigger Chop Your Axe. Donc, c'est la plus grosse et la plus coupante des larmes. Donc, le qui coupe le plus. 55 points, force plus 2, PA2, coup fatal, attaque magique, à deux mains, tape en dernier. C'est le moyen d'avoir coup fatal sur une arme. Voilà. C'est en fait, voilà, c'est... Faut pas partir dans la simple comparaison débile avec... en fait, mon seigneur du chaos, il vaut 53 points, le tien, il vaut 52, donc en fait, ton armée, elle est meilleure. Non, faut prendre en contexte toute l'armée, ce à quoi on a accès, ce à quoi on n'a pas accès. Et la vraie force d'un objet aussi, c'est de donner accès à des choses auxquelles on n'a pas accès normalement. Mhm. Et là, pour le coup, bah franchement, ouais, je la trouve pas si dégueu, parce que c'est notre seul moyen d'avoir un killing blow, en fait, quasiment. Enfin, un de nos seuls, quoi. Ça me choque pas. Après, bon, 55 points, ça fait un peu cher payé, mais voilà, c'est pas... C'est toujours pas... En fait, c'est toujours pareil, ça fait cher sur un orc commun en CC6, mais déjà quand t'es sur un orc noir en CC7, si tu veux aller choper simplement du cavalier breton de base ou du chevalier de l'Empire de base, Hmm. tu rentres dedans, tu le tapes sur du 2. Oui, puis même, t'arrives dans un pavé de cavalerie, t'es à 5 attaques, tu te mets frénétique à la rigueur même, Hmm. tu montes à 6 en charge, bah tu balances 6 patates, tout ce qui fait un 6 à la blesse, c'est un type qui saute. À côté, admettons, tu as à tout hasard un éclat de soleil maléfique. Hmm. C'est pas de bol, ça. Je vous renvoie à l'écoute de notre review sur la magie orc et gobelin. De la semaine dernière, La fameuse. et tu as une relance des 1, tu touches sur du 2, bon, tout ce qui fait un 6, ça Mhm. saute, bah tu peux facilement faire des gigatrous avec. Non, vraiment, elle est pas si mal. Elle est pas si Après, mal. c'est un prix, mais Killing Blow, vous décapitez un Rhinox avec ça, vous décapitez un mangeur d'hommes, vous décapitez un troll, vous décapitez plein de trucs avec Hmm. Killing Blow. Ouais, vous annihilez la moitié de l'armée ogre, hein, et puis en plus, ils ont que CC3. Les 90% de la... Ouais, c'est ça. 99 même. Hein. Non, il est gros le masto. Ah oui, il a pas CC3 le masto. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme dans l'Arcane Journal après Directive by Robert Wade. Ensuite, on a le Martok Best Bacha. Donc, c'est un truc où ça tabasse, quoi. Mhm. Force plus 1, PA-2. On aime bien la PA2, hein, parce que sinon on s'emmerde un peu. Nous, on n'a pas de save, donc faut pas que les autres ils en aient non plus. Attaque magique à deux mains, et quand tu portes cette arme, tu as plus 1 à la CC et à l'initiative. Donc tu mets ça sur un boss orc qui monte à CC7. Combien de points? 50. C'est un budget quand même. C'est un budget. Force plus 1, PA2, c'est l'équivalent en fait. Tu peux avoir ça avec une lance de cavalerie. En fait, parce que le qui Mhm. coupe en charge, tu as plus 1 à la PA. Donc tu peux avoir ces stats-là avec la lance de cavalerie, sauf que là tu utilises les deux mains contrairement à la lance de Mhm. cavalerie. Tu gagnes 1 en CC et en initiative. Donc ça peut être intéressant, typiquement dans la WAC de troll, par exemple. La WAC de D'accord. troll, le boss, tu lui mets ça, bah il monte à CC7, et du coup tu te retrouves avec un orque noir qui a bande de guerre, quasiment. Hmm. Par contre, t'auras un coma 8, parce que du coup, boss orc. Mais ça a un moyen d'avoir un quasi Kuntaz. Bon, monter à CC8, par contre, avec un boss orc noir, je suis pas convaincu du deal. Pas d'intérêt. À part si t'as prévu Enfin, d'aller te faire des si. 1v1 avec un duc, et puis que le duc, il te touche C'est sur ça. un 4, et toi, tu le touches sur du 3.
Tu te rajoutes derrière, si t'es quelqu'un de fun, une effigie noire qu'on va y venir. Le Mhm. mec, il te touche sur un 5. Tout de suite, c'est un peu l'absence de fun, mais en fait, tu pourrais l'avoir même avec un personnage CC7, tu vois. Donc, Mhm. c'est un truc assez contextuel. La hache de Akrit, donc force plus 1, Armor Bane 1 et attaque magique. Le porteur de cette arme peut relancer tous les jets pour toucher qu'il a raté pendant qu'il l'utilise. Cependant, le modificateur d'arme ne s'applique que pendant le premier round de combat. 30 points. Ouais, le banal, quoi. En fait, C'est plus du kiff, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle est pas mauvaise, elle est pas exceptionnelle, elle est bien, elle est cool. Tu peux l'utiliser pour pas mal de trucs. Puis après, le fait que tu puisses relancer tous tes jets pour qui ont été loupés, bah, c'est aussi, ça peut te permettre de fiabiliser quand même un paquet de choses, quoi. Et ensuite, on a la lame du traître. Alors elle est rigolote. C'est force plus 1, PA-1, attaque magique. Boss gobelin et boss gobelin de la nuit. Quand le porteur de cette arme est engagé avec une unité de flanc, vous pouvez relancer les jets pour blesser. Et quand vous êtes engagé de dos, vous pouvez relancer pour toucher et pour blesser. 25 points, c'est une astérisque. Vous pouvez l'utiliser en plusieurs exemplaires, donc vous pouvez Mhm. le mettre sur tous vos boss. C'est du 25 points, donc ça passe sur les champions. Et là, celle-là, c'est vraiment ma préférée. Avec le tape qu'un coup, c'est mes deux préférés. On va pas se mentir, parce qu'on s'est fait un petit peu la réflexion en off, mais c'est vrai que bon, on s'est dit, bah, on n'a pas grand-chose à apporter sur les armes. Et c'est un petit peu le problème de l'orc et gob, enfin le problème qui n'en est pas un finalement. Un problème de riche, comme on dit. Ouais, c'est ça, un problème de riche, c'est qu'en fait, nos armes de base avec la règle qui coupe sont tellement une singerie au niveau des règles. Tu ajoutes un à la PA, tu relances les 1 à la blesse. En fait, c'est tellement fort que t'es pas trop tenté d'aller chercher de l'arme magique sur les persos orques, en fait, de base. Moi, je vois, comme je te disais l'autre Mhm. fois, mais j'ai beaucoup joué le qui coupe à 35 points. Je suis passé sur de l'arme lourde au final. Parce qu'au final, l'arme lourde, elle me coûte 4 points. Je peux stuffer mon personnage plus en mode tank et je me retrouve à taper force 7, relance des 1. Je blesse à peu près la moitié du monde sur du 2+, et l'autre moitié sur du 3. Des fois qu'il n'y ait pas un urticaire ultime qui soit passé dans le coin. Donc en fait, 2 plus relance des 1, PA3, 6 sur un, 4 sur un 6. Le qui Complètement coupe, d'accord. en fait, j'ai pas de giga intérêt. Mhm. Et le seul intérêt, c'est d'avoir la règle attaque magique, en fait. Je suis d'accord. C'est donc et puis de combiner avec le bouclier, mais encore une fois, un la save pour 35 points, je suis pas giga convaincu. Donc voilà, par contre, effectivement, sur les personnages gobelins, je trouve que effectivement les armes magiques, il y a un beaucoup plus gros intérêt, parce que déjà, en fait, tout simplement, on n'a pas la règle qui coupe sur les gobelins. Et sur les gobelins, c'est vraiment un gameplay plus... plus fourbe, hein, plus sournois. Et en fait, avoir des petits objets qui font des surprises, type tape qu'un coup de Wolopa, la lame du traître, ça c'est de la saloperie. Moi, ce que j'aime bien faire, et là je vais m'y mettre justement là pour un petit tournoi que je prépare d'ici quelques mois, ça va être du boss sur Squeak, Gobelin de la nuit avec de la Backstabber Blade. Ben, ce que je trouve drôle, c'est quand même que le Squig, il est ému psycho, il a la haine du nain, ça je trouve ça incroyable. C'est la psychologie, oui, mais on garde ça quand même. Non, je pense que c'est plutôt qui aime bien châtie bien, tu vois. Ouais, Et je pense que le Squig, il a tellement été nourri au ragoût de nain ouais. qu'il les aime particulièrement, tu vois. Bon, le ragoût, c'est vraiment quand on se fait chier à cuisiner, ça. Mais vu qu'ils sont dans leurs armures, tu les mets, ça fait une cuisson à l'étouffer. Ah, mais parce que tu es cuit, toi? Bah ouais, en fait, sinon c'est chiant, faut ouvrir l'armure, c'est-à-dire qu'il faut enlever des lacets, T'as ça ton implique Squeak d'utiliser ses pour deux mains. ça? Oui, le Squig, c'est enculé, il partage pas. Ah, par contre, ça c'est relou. C'est le Squeak qui est mal dressé, c'est le Squeak ad hoc. Tu le mets sur le truc, il bouffe tout, quoi. Il engloutit. Le trou noir du fun. Armure magique, donc le pantalon en peau de troll, petit astérisque. Bon, alors là, lui, on le présente plus, hein, c'est Ouf. fantastique, fantastique. 40 points, peut être porté avec d'autres armures. Ça, c'est. Ça, c'est rigolo. Putain. Le porteur des pantalons en peau de troll, enfin du pantalon en peau de troll, mais c'est marqué des, améliore sa valeur d'armure de 1 jusqu'à un maximum de 2+. En outre, le porteur a la règle spéciale régénération 5+,
mais il n'a pas l'inflammable. Donc déjà, tu viens avec ton arme enflammée, ça ne marche pas. Mm. Tu joues en WAC de troll, t'as la relance de la régène à 5+, contre les attaques non magiques. Mhm. Non, c'est coquin. C'est coquin. 40 points. Clairement, c'est l'un des meilleurs objets du livre d'armée. Il n'y a pas photo. C'est rien à dire, je trouve que c'est même un des objets magiques tout court, quoi, de sa catégorie. Armure de Morque, 30 points. C'est une armure lourde, donc ça vous évite de payer le prix de l'armure lourde. Déjà, pas d'astérisque cette fois-ci. Tu gagnes une RM2. C'est pas trop déconnant, ça peut être intéressant quand on va être ciblé à de l'ano-rubis, de ruine, plein de petites saloperies dans le genre. Elle est pas si mal. Parce que t'en penses. Je sais pas sur qui je la mettrais, en fait, c'est plus ça. Perso survivre ou mec en première ligne sur char. Ensuite, on a l'armure Traders. Donc, Big Boss Orc Noir ou Boss Orc, qui sont de type infanterie, cavalerie ou char, seulement. Donc, c'est une armure de plate complète et vous augmentez l'endurance de 1 pour 35 points. Donc, vous pouvez vous retrouver avec un Boss Orc Noir ou Boss Orc classique qui se balade avec du 6. Ça, c'est coquin. T'as pas de contre-indication derrière? Non. C'est juste, par contre, pour le boss à pied, cavalier ou char. C'est chouette. Ça, c'est vraiment pas Ça, mal. c'est chouette. Et pour le coup, c'est un très bon moyen de contrer la méta des monstres montés. Avec Perso à pied en du 6. perso à pied ou même perso sur cochon avec contre-charge. Ça, Tu fais c'est perso fort. cochon contre-charge. Tu te fais un perso en du 6 avec une save à 4. L'armoraille de du sanglier 3+. Mhm. Tu lui mets un bouclier, une lance de cave 2+. Mhm. Bouclier ensorcelé. Pour 40 points, t'es full équipé. T'as ton armure très dure et ton bouclier ensorcelé. Et tu te balades, si jamais il a un coup fat, t'as ton 5+ du bouclier ensorcelé. Et t'es en du 6. Et tu peux aller avec ton pack de cavalerie lourde, le fameux là dont on parlait tout à l'heure. Tu peux aller largement contrer du nécrosphinx ou des saloperies dans le genre. Ce qui fait que même la plupart des persos armes lourdes, ils blessent sur du 4. Ouais. Et si le mec c'est un personnage monté sur dragon, tu fais une contre-charge, t'es avec ton pavé de cochon. Et là, tu vas t'encastrer là-dedans et tu fais un 1-1 avec le seigneur et tu peux le temporiser large. Par contre, ses PA seront à 2, mais bon, t'as une save à 2+, quoi, donc ça te fait des saves à 4. C'est bien. Hein. Et ça te coûte 30 fois moins cher et c'est vraiment super bien. Ça, c'est vraiment l'autre bon outil aussi pour nos persos orques qui vont faire des duels contre du monstre monté. Et tu sais, ou même Ou pour protéger du monstre classique. pour protéger la GB sur char. Pour que les tirs d'arbalète ou d'arquebus lui fassent moins mal. Ouais, la GB Ça, sur j'aime bien char, ça. tu la montes en du 6. Ça, j'aime bien. Ouais. Elle est très très forte. Elle est très très forte. Et puis encore une fois, si tu veux vraiment fiabiliser, mais là ça va te coûter encore plus cher, tu peux le combiner avec un pantalon en peau de troll. Et comme ça, derrière, t'as encore en plus une régène. Donc tu te balades avec ton mec. Même, tu peux même faire. Moi, je l'avais joué une fois. C'était boss orque noir sur cochon, arme lourde, l'armure très dure, le pantalon peau de troll. Pourquoi tu le joues pas plus souvent, ça d'ailleurs? Parce que je trouve ça vachement fort. Mais pour le coup, ça, oui. Dans les pavés de cochon, ça coûte beaucoup moins cher et ça fait le taf d'un orque survivre, hein, quasiment. Après, le Spiteful Shield, donc c'est un bouclier, hein, c'est marqué clairement. De plus, toute figurine ennemie qui fait un 1 lorsqu'il fait un jet pour te toucher ou pour te blesser contre le porteur du Spiteful Shield pendant la phase de combat se prend immédiatement une patate force 4 sans PA. 20 points. Ouais, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de PA, surtout, Ouais, on il y aurait déjà branle. du PA1. Juste, il y a Oui. le petit PA1. Ouais. Tu peux dire, tu peux avoir une micro-saturation. Moi, je trouve Mais qu'on là, s'en- même pas, Je ouais. trouve qu'on s'en branle. Celui-là, c'est un objet Osef sur 20. Je suis d'accord. La vraie vie nous rappelant parfois l'ordre, je n'avais pas pu être présent pour la fin de l'enregistrement du podcast, donc j'avais laissé Raph tout seul chez moi avec le micro et l'inspiration. Je me suis juste permis, dans le cadre du montage, de rajouter certains commentaires personnels, donc voilà, quand vous m'entendrez, vous saurez que c'était rajouté quelques mois après l'enregistrement du podcast, tout seul dans mon bureau. Donc dans les talismans, nous avons l'amulette verte luisante, 35 points. Donc si le porteur, et là c'est intéressant parce que c'est toute unité qui la rejoint, donc ça peut être vraiment contre tout un pavé. Donc on peut avoir vraiment une belle protection avec ça. Au lieu de faire un jet de dissipe,
Vous jetez un D6 sur un 2+, le sort est dissipé, donc c'est notre rune tueuse de sort gratos, enfin même pas en tueuse, mais ça nous permet de dissiper sur un 2+. Par contre, si c'est sur un 1, bah, l'amulette pète, hein, donc ça c'est un petit peu plus relou. Elle est détruite et vous ne pouvez plus l'utiliser, et le porteur perd un PEV. Donc ça en vrai c'est vraiment pas mal, et ce qu'il y a de bien c'est surtout que c'est pas une utilisation unique, donc pour seulement 35 points je la trouve très très forte. Le collier de Zorga pour 20 points. Toute bête de somme ennemie qui dirige ses attaques contre le porteur du collier de Zorga ou son unité durant la phase de combat subit un modificateur de -1 à ses jets de touche. Dans le cadre de cette règle, une bête de somme est la monture de toute figurine dont le type est cavalerie, là où les bêtes qui tractent un char, ou la monture dont le type est monstre, donc Behemoth et créature monstrueuse. En fait, c'est tout type de monture, quoi. Donc le -1, bah, ça peut vous sauver aussi contre, par exemple, bah, les dragons qui peuvent se balader facilement avec de la CC7, de la CC6. Et le -1, bah, ça peut faire qu'il vous touche sur du 5+, donc ça peut vous sauver contre un paquet de choses. Bon, par contre, ces piétinements, vous les prendrez toujours dans la gueule, mais dans le cadre du chevaucheur orque noir avec l'armure très dure, ou le chevaucheur orque, comme on expliquait juste avant, pour 20 points, ben, ça peut vraiment en fait vous sauver contre les attaques bonus, on va dire, du dragon qui pourrait vous mettre effectivement à mal. Donc là, c'est encore un petit additif qui vous permet de contrer un peu cette espèce de méta de monstre monté. Et pour 20 points, je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. Le Speakly Wizard Finda. Alors, j'ai pas la traduction parfaite, hein, mais voilà. Pour 45 points, donc le porteur de cet item a une résistance magique -2 et l'ennemi, enfin la haine de tous les magiciens ennemis en règle spéciale. 45 points, en vrai, bon, je sais pas si t'as prévu de le garder, Vaco, mais j'ai envie de dire que c'est un peu un OSEF sur 20. Alors je serais un petit peu moins dur dans le sens où payer 2 bidules en obsidienne là, pour avoir une RM2 ça coûte 40 points, là ça en coûte 45. Donc pour moi c'est plus si vous souhaitez jouer de la RM2, vous avez l'habitude de jouer de la RM2, autant passer là-dessus, puisque pour 5 points vous avez la petite haine sur les sorciers en plus. Voilà, c'est la seule... sinon c'est pas forcément quelque chose à l'intégrer de facto dans vos builds. Là où je trouve que c'est intéressant, je pense que souvent ça peut être mal réfléchi ou envisagé, c'est quand vous allez voir Haine des sorciers, vous allez penser aux sorciers gobelins, aux sorciers impériales ou à des petits sorciers en vous disant mais de toute façon, avec mes 52 attaques de force 9, je vais avoir aucun problème à le passer. Mais un sorcier, ça peut être aussi un niveau 4 de Tsench, ça peut être je sais pas quel démon majeur à la con, ça peut être un magicien ogre avec un plus d'endurance qui le fait monter en endurance 7, 5 points de vie. Il y a des sorciers qui sont tout sauf rigolos, et je me dis, si vous avez déjà pour habitude de jouer de la RM2, bah, honnêtement, pour 5 points de plus, vous avez toujours la RM2, mais pour 5 points, vous avez une petite haine bah, que vous pouvez utiliser pour, bah, typiquement sur votre gros seigneur survivre, et le jour où bah, vous rentrez dans un grand immonde de Nunurgle niveau sorcier X, et ben vous avez un peu de reroll, et je trouve qu'à ce titre-là, c'est pas forcément déconnant. L'effigie de Mork, 35 points, ça c'est une dinguerie. Toutes les attaques qui arrivent contre le porteur de l'effigie de Mork ont un -1 au jet pour toucher. Et là, ça peut faire un truc pas mal, parce que comme le disait un grand sage, si on n'arrive pas à te toucher, c'est la meilleure des sauvegardes. Le grand drapeau rouge, alors ça c'est pas mauvais en vrai pour le coup, c'est un bon moyen en plus d'augmenter votre CC, d'ailleurs un des seuls, hein, parce que à part baisser la CC et niveler par le bas, là vous avez une possibilité de faire un truc rigolo. Donc vous avez un modificateur dans votre unité de +1 à la CC, et quand on calcule le résultat de combat, vous avez +1 résultat de combat supplémentaire. C'est plutôt pas mal, hein, vraiment, 50 points. Après, c'est un investissement, mais pour le coup, il peut vraiment valoir le coup. Alors, petit complément d'information en plus, c'est vrai que depuis l'enregistrement du podcast, bah, on a continué à jouer, les listes ont continué à évoluer, et aujourd'hui, Raph joue systématiquement le grand drapeau rouge dans le pack d'Orque Noir. Alors certes, me direz-vous, le pack est encore plus cher, mais pour l'avoir vu à l'œuvre, et pour avoir vu beaucoup de nos camarades de l'assaut en souffrir, c'est encore plus efficace.
Donc grand drapeau rouge dans le pack d'Orques Noirs, c'est un très très gros investissement. Mais alors par contre, vous avez une brique d'une puissance considérable. La bannière WAG, celle-là, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment coquine. Vous augmentez la charge maximale de 3 pas et quand vous effectuez une charge, vous appliquez un modificateur de plus D3. Et la bannière WAG, vraiment aussi, c'est même un moyen, par exemple, la GB sur char, d'avoir quasiment un char rapide en fait, hein. Vous avez quasiment le rapide avec ça. La bannière du carnage, j'aime beaucoup la sortir. Les figurines d'une unité portant la bannière du carnage ont un modificateur de +1 la caractéristique de force à un tour où elles ont chargé. 35 points, c'est vraiment pas mal. Ça vous fait en fait un espèce de Kuntas de costaud. Moi j'aime bien le jouer quand je fais une doublette de chevaucheur orque sur cochon. Donc un pavé de chevaucheur orque cochon avec costaud et un pavé avec bannière du carnage. Et du coup, vous vous retrouvez avec des orques qui sont force 4 de base et des cochons qui sont force 5 en charge de base. Et là, vous avez vraiment une belle capacité d'impact. De plus, votre cavalerie va vraiment avoir un rôle en fait de percer les lignes. Donc la bannière du carnage à 35 points, c'est un truc que je sors très très souvent. La bannière venteuse de Guff. Une unité portant la bannière venteuse de Guff peut relancer tout test de panique raté. 20 points. C'est pas très cher. Ça va être pour des unités qui peuvent éventuellement se balader de flanc pour aller faire de la redirection, du contournement, ou à la rigueur même pour, par exemple, dans le type d'une wag nomade, des gobelins qui arrivent en embusqueur et vous voulez pas qu'ils sortent de table direct. Ça peut être pas mal pour fiabiliser si vous savez que vous allez être un peu loin de la bulle de com, voire même de la GB. Dans Angry-Lads Flag, donc la bannière des gaz enragés, elle est rigolote, vous pouvez donner la frénésie à une unité spéciale. Vous pouvez donner la frénésie comme règle spéciale à une unité, donc pour 35 points. Ça peut être vraiment sympa, on la voit souvent sortie dans des pavés d'orques noirs, armes lourdes, pour se balader avec 3 attaques en charge de plus de 3 pas. Ça met une sale ambiance, par contre attention à la frénésie, c'est assez punitif maintenant. Vous serez obligé de déclarer les charges, vous ne pouvez pas tenter de les réfréner comme à l'époque, et c'est surtout que vous êtes obligé de faire une percée. Donc attention encore une fois à pas tomber dans des pièges. Les unités frénétiques sont très 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 faciles à balader. La bannière araignée, la grande, la célèbre, la dodue, l'obèse, la connue, 35 points. Et c'est le retour de cette saloperie de bannière qui fait que vous avez la règle spéciale attaque empoisonnée. Ça c'est coquin. Le pavé de gobelin archer bannière empoisonnée, on l'a tous connu, on l'a tous subi, on l'a tous bouffé. C'était une sale ambiance. Bon, maintenant on tire plus que sur un rang, à moins que le mec soit en grande cible. Ça va être votre moyen de sniper de la grande cible avec des pavés d'archer. Petit point rapide que nous permet la magie du montage. La bannière araignée fait partie des objets qui ont été grandement modifiés dans le cadre de la mise à jour 1.5 du jeu. Alors ça ne change pas fondamentalement ce qui a été dit, ça reste très efficace, ça permet plus facilement de tomber de la grande cible, mais on fait désormais sur les grandes cibles beaucoup moins de tirs qu'avant, et aujourd'hui le 6 pour toucher ne garantit plus une blessure automatique. Ça reste toujours un bon objet, mais il faut aussi le réévaluer dans le cadre de la nouvelle version du jeu. La bannière nomade, elle est plutôt pas mal. En fait, vous devenez un bretonien et elle coûte pas cher, c'est surtout ça. 25 points. Donc, lorsque vous effectuez un jet de charge, de fuite ou de poursuite, vous pouvez relancer n'importe quel dé ayant fait un 1 naturel, avant de rejeter tout dé qui devait être jeté de base. Donc, vous êtes un bretonien. Voilà, pour 25 points, vous êtes un bretonien. C'est globalement ça. La bannière sauvage, Banner of the Wilds, enfin la bannière des étendues sauvages peut-être, je sais plus comment on dit exactement, 20 points. Donc les porteurs de cette bannière gagnent la règle spéciale mouvement à couvert. Ça peut être sympa, ça peut être vraiment sympa pour seulement 20 points, c'est pas si cher. Et mouvement à couvert, c'est quand même une règle qui est assez coquine parce que vous vous retrouvez déjà au niveau des déplacements dans des terrains dangereux ou difficiles, vous allez pouvoir vous balader plus facilement. Vous allez ignorer le 1 du malus de mouvement. Par contre, vous allez toujours prendre le plus bas des dés. Attention à ce point de règle-là.
Dans les objets enchantés, à 50 points, nous avons le casque de chef. À la sous-phase de commandement de son tour, un personnage qui n'est pas engagé en combat peut galvaniser ses troupes en effectuant un test de commandement en utilisant son propre commandement, donc attention, pas de présence charismatique du général, etc. En cas de réussite, à votre prochaine sous-phase de début de tour, lui et toute unité qui le rejoint gagne la règle spéciale indémoralisable. C'est un excellent objet. C'est très 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 bon. Vous pouvez vraiment, avec, donc on en avait parlé dans l'une des premières vidéos, mais le pavé d'orque lancier avec une bonne PU indémoralisable, c'est vraiment une saloperie. Vous pouvez vraiment faire des sales choses avec. Le casque à coups de boule est plutôt pas mal, 15 points. Vous avez la règle spéciale touche d'impact, et la touche d'impact a une PA de 2. Ça peut vous permettre de sortir des ripostes, ou par exemple, dans le cadre typiquement de maître des épées qui vont taper avant parce que monte à init 7 quand vous les chargez de face, etc. Vous pouvez faire des bonnes choses. La touche d'impact 1, PA2 pour seulement 15 points, en plus c'est un objet astérisque, donc extrêmement commun. C'est pas trop mal, ça peut vous permettre d'ajouter un peu de piquant dans une unité à ne pas négliger. Les premiers enregistrements pour cette review ont été faits juste avant la 1.5, ou au moment de la 1.5. À ce moment-là, on était tous les deux d'accord pour dire que le casque à coups de boule était effectivement un objet qui était plutôt cool, voilà, 15 points, pas exceptionnel, mais plutôt cool. On va dire il avait un ranking en B, peut-être B+. Aujourd'hui, depuis la 1.5, c'est vraiment un objet qui est passé S, S+, double S, puisque il y a un point très important qui a été amené dans la mage au niveau de l'ordre des combats et surtout des défis. En effet, maintenant les défis prennent place après l'attribution des touches d'impact. Ce qui veut dire que pour un char, vous allez rentrer dans un pack, distribuer vos touches d'impact dans l'unité, puis l'ordre des défis se déclenche et votre personnage peut être attrapé par le champion. Sauf qu'avec le casque à coups de boule, ça veut dire que maintenant un personnage sur cochon, un personnage sur vouivre, vous pouvez charger un pack en frontal, tenter de tuer le champion avec la touche d'impact du casque à coups de boule, et on va dire vous allez faire souvent être, voilà, vous êtes force 5 PA2, quoi. Donc c'est-à-dire tout ce qui est elfe, humain, gobelin, c'est du quasi one-shot sur un 2+. Et à ce moment-là, si vous réussissez votre coup de boule et vous décapitez le champion, il n'y a plus de défi possible, et là vous mettez l'entièreté de votre gouache, donc personnage, monstre, piétinement, vous mettez tout dans le pack. Et donc ça a complètement changé. Et que ce soit moi dans mes nains du chaos ou Raph avec ses seigneurs montés, le casque à coups de boule aujourd'hui, c'est du quasi auto-include. Bon, dans mon cas, moi c'est du auto-include. Le vin de champignon, personnage gobelin de la nuit uniquement, pour 10 points, ça c'est vraiment intéressant. C'est que vous avez un test de commandement à faire et vous faites un test sur votre propre commandement, et en cas de réussite, jusqu'à votre prochaine sous-phase de début de tour, donc vous l'aurez pendant le tour de l'adversaire aussi, vous avez immunisé psycho. C'est un bon moyen de vous prémunir contre tout ce qui est les combos nécromancie plus terreur, etc. où en fait votre adversaire veut vous forcer à fuir. Et là, vous pouvez justement en fait forcer le gars à tenir parce que immunisé psycho. Après, il faut anticiper parce que ça va être à votre phase et ça va être à votre sous-phase de commandement de votre tour, et c'est un test de com quand même. Mais ça peut être vraiment intéressant. Et encore une fois, c'est en utilisant son propre commandement, mais votre propre commandement peut être boosté par la bande de guerre. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Moi, j'aime bien. Pour 10 points, vraiment, ça m'a déjà sauvé quelques parties où j'ai eu mon pavé de gobelin qui s'est retrouvé à tenir et du coup à enliser quelqu'un qui avait plutôt prévu de me faire fuir de base. Le collier des dents bénies pour 50 points. Donc le porteur de cet item, il peut relancer tout jet de sauvegarde d'armure invulnérable ou de régénération ayant fait un 1 naturel. Bon, alors c'est vrai que pour ma part, ça fait partie des objets que j'adore, même s'il est un peu cher, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir des persos qui tankent. Voilà, chacun son école, moi c'est plutôt la mienne. Je le mettrai pas forcément sur la Vouive, parce que depuis la 1.5, la sauvegarde d'armure naturelle de la Vouive est capée à 3. Mais par contre, je le verrais bien sur un petit cochon en save à 2, avec l'armure de plate, le monté, le pantalon en peau de troll. Une petite, voilà, comme ça, monté sur cochon, arme lourde, le pantalon en peau de troll, ce petit objet-là,
Ça, on peut régène un peu tout, puis voir s'il y a pas moyen de caler un petit truc en plus, une petite armure magique. Même si une save à 6 à la con, une save à 6, t'as toujours un moyen de la reroll, ou des choses comme ça, mais moi, sur un perso très très brique, voilà, moi, c'est des objets que j'aime beaucoup. Ah, lui, par contre, putain, quelle saloperie. Le râtelier à trophée macabre, donc c'est celui que l'on peut trouver sur Kiknik, il me semble. Chef orque noir, chef gobelin de la nuit. Lui, c'est vraiment une terreur. Pour 30 points, vous faites -1 au commandement à 6 pas autour. Jusqu'à un minimum de 2. Et là, si vous jouez sur la terreur, vous pouvez faire des trucs de fou furieux. Depuis quelque temps, je le joue sur mon boss orque noir survivre. Et c'est vraiment coquin, surtout qu'en plus de ça, la terreur, n'oubliez pas, c'est que à la sous-phase de déclarer les charges, lorsque vous déclarez une charge avec une figurine qui provoque la règle terreur, votre adversaire fait immédiatement un test de terreur, un test de commandement, pas relançable par l'AGB, il fait immédiatement son test. Donc vous contrôlez, vous pouvez faire des petites phases comme ça, je l'ai fait avec des pavés de nains, où en fait vous ciblez centre à centre un régiment, il foire son test de terreur, il fuit, et là vous déclarez une charge avec vos loups, parce que vous n'avez pas encore déclaré votre charge. Et là vous pouvez faire des sales blagues, et quand vous le rattrapez, vous le bouffez. Vous pouvez vraiment faire des trucs assez dégueulasses avec la terreur, et cet item-là, oui, ça va vraiment booster son potentiel, donc vraiment à pas négliger. Le chapeau de l'intello d'Afi Kingork's Hat, pour 50 points, vous pouvez augmenter la caractéristique d'initiative de 1, et quand vous le mettez dans un pavé, le porteur et son unité perdent la règle spéciale impétueux. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Et le plus 1 en init peut être sympa. C'est pas un truc que j'ai beaucoup joué, mais ça peut avoir son intérêt effectivement dans le cadre où on n'a pas énormément d'orques noirs, voire même d'orques noirs à porter. Ça peut vous permettre quand même d'avoir un pavé pour éviter qu'il fasse n'importe quoi, qu'il soit plus stable, disons plus fiable. Les objets cabalistiques, on a la babiole qui brille, 40 points. Si le porteur ou son unité est la cible d'un sort ennemi, peut utiliser les babioles qui brillent au lieu d'effectuer une dissipation magique. Jetez un D6 sur 1 à 3, les babioles qui brillent n'ont aucun effet, le sort est lancé normalement. Sur 4+, le sort est renvoyé sur le lanceur et lui-même, ainsi que son unité, qui deviennent la cible du sort. Le lanceur peut tenter d'effectuer une dissipation magique. C'est vraiment rigolo. Pour le coup, c'est vraiment un item qui est très drôle. Je l'aime bien. 40 points, c'est un prix qui est assez classique. De toute façon, les objets arcaniques, on va vraiment se balader un peu dans cette tranche de points-là. C'est un truc qui peut vraiment être marrant. Je trouve que l'idée est cool. Moi, je l'aime bien. Le bâton Zarbit Buzzgob, lui, pour 35 points, eh bien, vous devenez un no-elf. Vous pouvez relancer un jet de lancement une fois par tour. C'est vraiment pas mal. C'est pas un objet à usage unique. Et pour le coup, je le trouve vraiment sympa. Le bâton Zarbit Buzzgob, je le sors assez souvent. Et c'est un truc qui permet de fiabiliser quand on a vraiment envie qu'un sort passe. Et encore une fois, si vous pouvez relancer un jet de lancement, c'est peut-être que votre sort est passé, mais vous êtes à portée de disciple d'un sorcier adverse. Et bien, vous voulez avoir un meilleur jet, vous pouvez le relancer. Et ça, c'est vraiment pas mal pour augmenter. Par contre, vous acceptez le second jet de lancement. Donc, si vous faites un fiasco, pas de bol. Ou même si vous passez pas tout court. L'effigie de Mork, un des meilleurs objets pour le coup. Vous augmentez votre portée de dissipation de 3. Donc sur un niveau 3-4, vous avez une portée de dissipation à 27. C'est vraiment très coquin. Une fois par tour, quand vous tentez de dissiper, vous pouvez relancer un jet de dissipation. Et ça purée que c'est fort. L'effigie de Mork, j'ai du mal à sortir sans. C'est vraiment un item qui est incroyable. Je le mets dans quasiment chaque liste. Ça permet vraiment de contrer beaucoup de choses. Ça permet de fiabiliser, d'avoir une disciple qui tient la route. Vous tenez le magicien adverse sans respect. C'est vraiment un très 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 bon objet. Le bâton de Badoum à 55 points. Vous appliquez un modificateur de plus D3 à votre jet de lancement. Cependant, si vous faites un double 1 ou un double 6 pendant le jet de lancement, vous prenez un gros gab sur la tête. Toute figurine ou figurine qui risque d'être touchée, donc classique, hein, les règles de gab,
se prend une patate force 6 PA1. Très attention, vous pouvez vraiment faire des dingueries quand vous vous loupez avec ce sort. Et après, il est détruit et ne peut plus être utilisé. C'est un objet aléatoire, rigolo, vraiment pas mal, qui peut faire un peu de tout. Moi, je l'aime beaucoup. Après 55 points, ça reste quand même un sacré coup. Idole de Gork, 40 points, vraiment pas mal du tout celui-ci aussi. Vous augmentez la portée de vos sorts de 3 pas, mais c'est de tous vos sorts. Et de plus, vous pouvez une fois par tour relancer un jet de lancement. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça va vous faire en fait comme le bâton Zarbit Buzzgob, mais avec plus 3 à la portée. C'est seulement 5 points de plus, donc en général, bon, après, voilà, c'est au choix de chacun. Mais je sors l'idole de Gork, et si vous voulez effectivement avoir un deuxième magot qui a cette fiabilité-là, vous sortirez le bâton Zarbit Buzzgob. Mais du coup, depuis la sortie de l'Arcane Journal, on va souvent préférer l'idole de Gork au bâton Zarbit Buzzgob, parce qu'en fait, juste le plus 3 à toutes les portées de sort, c'est juste fantastique. Et la langue de troll, la breuvage de la mégère, ça c'est vraiment pas mal. Vous pouvez connaître normalement tous les sorts du domaine de la magie des trolls. Et ça, c'est vraiment un bon petit truc. C'est sympa aussi. Ça vous permet d'avoir une versatilité. C'est surtout que c'est un bon moyen d'avoir votre gros cerveau alors que vous jouez en grande armée. Je l'ai joué pour le coup en tournoi. Ça m'a permis de fiabiliser mes 2 barrettes de 3 trolls armes lourdes, trolls de pierre. Et je trouve ça pas mal. 25 points, c'est pas cher. Ça vous permet d'y avoir accès. C'est un objet qui était nécessaire. Après, est-ce que vous le sortez à chaque fois? Encore une fois, ça dépend. Si vous sortez pas de trolls, vous allez avoir accès au domaine de magie des trolls. Vous allez quand même pouvoir sortir. Après, attention, vous ne pouvez prendre qu'un seul objet magique, qu'un seul objet cabalistique, pardon. Donc vous ne pouvez pas le combiner avec un familier de savoir. Mais vous allez quand même pouvoir accès potentiellement au sort de régénération rapide. Et là, vous pouvez faire des sales petites blagues, même en grande armée. Donc un très très bon objet, et pour le coup je pense il est nécessaire de le dégainer vraiment quand on a des pavés de troll à proximité. Ça vous permet vraiment de fiabiliser tout ça, et seulement 25 points, c'est vraiment pas déconnant. Et voilà, j'étais tout satisfait de moi après quelques heures de montage à écouter et réécouter. Je pense avoir terminé, et qu'est-ce que je m'aperçois? Eh ben écoutez, comme des gros singes, on n'a pas enregistré de conclusion. Donc je vais la faire, alors seul et très rapidement. Que dire de ces objets magiques orques et gobelins? En version très courte, et je pense que je parle en grande partie au moins avec nos avis à tous les deux, la partie armes et à quelques objets intéressants, qui sont pas du tout des must-have. Ils ont des choses pas mal, mais les orques et gobelins souffrent en fait d'une concurrence interne à leur livre d'armée qui est l'exceptionnelle efficacité de la règle du qui-coupe. On a eu beaucoup de débats, et c'est vrai qu'on en revient toujours à l'arme lourde et le qui-coupe, qui sont vraiment un combo qui marche vraiment bien et qui se suffit à lui-même. Au niveau des armures, il y a le pantalon en peau de troll. C'est vrai que c'est compliqué de passer outre, et il y a des choses bien en dehors, mais c'est vrai que le pantalon en peau de troll est tellement fort. Moi, à titre d'exemple, mon seigneur orque noir sur Weave que je joue avec mes nains du chaos, c'est l'armure de plate, le pantalon en peau de troll, comme ça il a sa à 3 avec son arme lourde qui coupe. Derrière c'est un vu à 5, pantalon en peau de troll, j'ai une triple sauvegarde et un personnage qui tape comme un sourd et est une brique géniale. Donc un petit peu compliqué d'aller chercher autre chose que ces must-have. C'est vrai que l'intérêt de l'orque et gobelin, c'est-à-dire quand je dis intérêt, c'est pas forcément en termes de puissance, c'est aussi d'intérêt stratégique, d'intérêt tactique, de possibilité de personnaliser, d'amener un peu de fun dans l'armée. C'est vrai qu'on le retrouve dans les étendards et les objets cabalistiques. Où là, vraiment l'orque et gob peut faire des choses qui sont en même temps très très fun, en même temps aussi des fois assez efficaces, assez fortes. Vous l'avez vu, il est très tentant de mettre l'amulette verte luisante, le pantalon en peau de troll, l'objet plus 3 pour la portée disciple, l'objet plus 3 pour le reroll avec le cast et tout. Il y a vraiment des choses qui sont très 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 intéressantes à faire. Mais l'orque et gobelin peut aussi très rapidement tomber dans la facilité à mettre beaucoup trop d'objets magiques en oubliant que ces unités tapent fort
mais pour beaucoup encaisse moyennement. Et n'oubliez pas que vous devez jouer aussi sur la présence sur table, vous devez jouer sur le contrôle, vous devez jouer sur de la multicharge, parce que vous avez beaucoup d'unités qui ne peuvent pas briser en frontal votre adversaire. Et donc il faut trouver le juste milieu entre quelques boosts très précis sur des points de votre champ de bataille, ou une multiplicité presque inutile de l'objet magique. Mais en tout cas, dans l'ensemble, il y a des très bonnes choses, il y a des bons objets, et si vous êtes resté là jusqu'à la fin et que vous écoutez ces conclusions, on vous a laissé une petite surprise rigolote et sans prétention qui arrive dans les secondes qui viennent. Merci beaucoup et à bientôt. Dans une grotte sombre et glacée, un orque grognon s'est aventuré. Des champignons sous ses pieds, ça craquait, mais quelque chose brillait là-bas, caché. Une épée plantée dans la pierre, l'orque se gratte la tête, c'est clair. Oh, l'épée magique, qui l'eût cru, un orque costaud et un peu perdu. Il attire, il s'agite, il insiste, il transpire et d'un coup la voilà. L'épée s'élève, il soupire. Je suis ton maître, il tente de dire, mais l'épée répond d'un grand soupir. Écoute mon grand, t'as pas le style, tu sens le poisson et l'argile. L'orque hausse les épaules, tout va bien. Bah, magique ou pas, tu m'iras très bien. Oh, l'épée magique, qui l'eût cru, un orque costaud et un peu perdu. Elle brille, elle ronchonne, mais il s'en fiche, il agite en riant, un duo comique.